Bonjour à tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Mon nom c'est Adrien Duarte et je suis le coordinateur de l'Observatoire international de démocratie participative. Et je suis heureux de vous accueillir pour cette session virtuelle d'apprentissage entre pairs que nous organisons avec le soutien de l'équipe d'apprentissage de CGLU. Tout d'abord, quelques informations techniques. Il s'agit d'une session en français sans traduction. La session est enregistrée et sera partagée plus tard sur notre site web. Nous vous remercions d'éteindre votre micro lorsque quelqu'un prend la parole. Après chaque présentation, vous pourrez vous exprimer, bien sûr, et bien sûr, vous pouvez aussi utiliser le chat pour écrire des questions, des commentaires tout au long de la session. De toute façon, nous vous encourageons aussi également d'indiquer votre nom personnel et de la ville ou l'organisation que vous représentez. Aujourd'hui, nous allons découvrir des expériences liées au budget participatif de deux villes, la ville de Colombes en France et la ville de Grès d'Oiseau en Belgique. Les deux villes auront environ 10 à 15 minutes, les équipes de deux villes, pour faire 10 à 15 minutes de faire leur présentation. Et à la fin de chaque présentation, vous aurez bien sûr l'opportunité de poser des questions directes. Et à la fin de la session, il y aura aussi un moment pour faire d'autres commentaires sur l'expérience du budget participatif en général, ou si vous voulez engager le dialogue. L'objectif de ces sessions d'apprentissage, on a déjà fait quelques-unes et on va faire dans les prochaines semaines d'autres, et d'aider à diffuser la manière dont la participation citoyenne est mise en œuvre afin d'améliorer la démocratie, le bien-être de la population et l'état de nos villes et territoires, ainsi que de relever ensemble les défis des pratiques participatives. En plus, m'allonger, je vais donner la parole aux collègues de Colombe pour leur présentation. Merci beaucoup. Bonjour à tous, très content d'être ici dans cette session d'apprentissage. Donc, je suis moi Joachim Muller, je suis chef de projet au service de démocratie locale de la ville de Colombes et je suis accompagné de Laura Monteverdi qui est, elle, chargée de mission du budget participatif, spécifiquement sur les missions du budget participatif. C'est moi qui ai fait la présentation puisque Laura était en congé ces dernières semaines, mais elle sera là surtout pour la deuxième partie d'échanges et de questions puisque elle connaît encore mieux le dispositif que moi. D'abord, on voulait vous présenter un petit peu la ville de Colombes pour ceux qui n'y ont jamais mis les pieds. Alors, c'est une commune de la petite couronne parisienne dans le département des Hauts-de-Seine que vous voyez. Ah, merci pour le micro. De bientôt 90 000 habitants, puisque c'est une ville qui est en pleine croissance, dont 3 quartiers politiques de la ville. C'est une ville aussi qui est une ville assez dense en termes d'habitat et une ville assez mixte d'un point de vue social, ce qui implique des attentes très diverses des citoyens colombiens et colombiennes, notamment vis-à-vis des dispositifs de participation citoyenne. Un des dispositifs centraux de la mandature actuelle, c'est donc le budget participatif qui a été mis en place à Colombes en 2020. Donc, nous avons réalisé en 2023 la 3e édition de ce budget participatif qui a été vraiment un enjeu politique fort de la campagne des municipales en 2020, qui a été vraiment un des éléments centraux de la campagne pour ce qui est du volet de la participation citoyenne, avec un certain nombre de volontés politiques de créer du lien, d'acculturer progressivement à la participation citoyenne dans une ville qui n'était pas forcément très, où c'était pas forcément très développé, de transformer aussi la ville avec les habitants dans un contexte de renouvellement urbain assez large, et puis enfin, le 4e point, d'avoir un effort de pédagogie envers les habitants sur la démocratie locale et sur les fonctionnements de la collectivité. Donc, ce qu'on va vous dire ici, c'est issu de ces 3 années d'expérience du budget participatif, pour lequel on a 2 élus qui sont délégués, une chargée de mission, donc Laura qui m'accompagne, qui est à 100% sur le budget participatif, et vous verrez que c'est pas de trop pour gérer toute cette instance. Et puis, ça représente le budget participatif, 1 million de budget qui représente à peu près 2% du budget municipal et qui sont donc mis à disposition des habitants qui proposent des idées d'aménagement qui ensuite font campagne avec le soutien de la ville pour présenter leurs propositions qui est ensuite plébiscitée et soumis au vote
des habitants à partir de 18 ans, qui peuvent donc choisir, et les projets sont sélectionnés dans la limite de cette enveloppe budgétaire de 1 million d'euros. Sur la slide suivante, on vous a remis un petit peu les critères qui sont à la base du dispositif. Alors, il y a un certain nombre de ces critères qui sont communs, un peu le tronc commun des budgets participatifs. Évidemment, il faut que les projets soient localisés sur le territoire communal, qui relèvent des compétences de la ville, qu'ils soient en faveur de l'intérêt général et non pas de l'intérêt individuel de ceux qui déposent des projets, et que ce soit gratuitement ouvert à tous, que la participation soit garantie pour toutes celles et ceux qui souhaitent participer. On a adjoint un certain nombre de critères supplémentaires qui ont trait aux spécificités de Colombes et qui relèvent voilà, des avantages financiers, des questions d'acquisition de terrain, un délai aussi de réalisation des idées, puisque ensuite il s'agit de réaliser les projets qui ont été plébiscités. Nous, on a choisi de les réaliser en 2 années budgétaires, ce qui est aussi contraint évidemment le type de projet qu'on va sélectionner, puisqu'il faut qu'il rentre dans le budget, mais il faut aussi qu'il rentre dans un calendrier. Et puis ensuite, globalement, qu'il y ait une cohérence avec les projets et les réalisations en cours et le projet municipal. Donc, c'est un budget participatif qui est thématisé. Chaque année, il y a un ou plusieurs thèmes qui sont proposés et les propositions des habitants doivent rentrer dans ce cadre. Il était sectorisé, c'est-à-dire que les habitants pouvaient proposer des projets à l'échelle du quartier ou à l'échelle de l'ensemble de la ville, et les enveloppes allouées aux projets étaient différentes. On avait une enveloppe plus petite si c'était un projet à échelle quartier que des projets à l'échelle de la ville. Je l'ai dit que c'était ouvert à 18 ans minimum, et donc ça marche avec un format d'une année. Donc une année pour le format budget participatif, en sachant que la réalisation, elle, peut dépasser sur un an supplémentaire, avec donc une phase d'abord initiale de dépôt des idées, où là on fait une grande communication à l'attention de tous les habitants pour qu'ils nous amènent leurs propositions. Une phase d'instruction à l'aide des services techniques, où on va étudier la faisabilité de chaque proposition et l'éventuelle compatibilité, rapprochement avec soit d'autres propositions du budget participatif, soit d'autres projets municipaux qui pourraient être déjà en cours ou déjà prévus dans le futur. La phase de vote, une fois que toutes ces idées et propositions ont été habillées, élaguées, mises en forme, et puis les fameux 2 années de la mise en œuvre, donc avec l'aide des services, éventuellement de prestataires extérieurs. Dans la slide suivante, je vous montre rapidement les 3 instances de gouvernance qui pilotent le budget participatif. Un comité de pilotage qui est vraiment l'instance politique qui va décider par exemple des thèmes qui vont être valorisés chaque année, du format et des modifications éventuellement à apporter à ce format. Un comité technique qui est là est vraiment l'instance administrative qui va avoir pour mission principale l'instruction des propositions, l'étude de la faisabilité des projets et le suivi de la réalisation et de la mise en œuvre de ces projets du budget. Et enfin, une 3e instance qui est le comité de suivi, qui est l'instance citoyenne disons, de contrôle et de suivi des projets, qui est composé par des membres de la société civile, notamment des associations locales et des représentants des autres instances citoyennes de la ville. D'ailleurs, j'en ai oublié une dans la présentation. Il y a donc le CDS, c'est le Conseil des sages, l'instance des pré-retraités et retraités qui agissent pour la ville au sein d'une instance spécifique, du Conseil communal de la jeunesse, je pense que vous connaissez cette instance aussi consultative réservée aux jeunes de la ville, mais également, j'ai oublié de le noter, les conseils de quartier, puisque comme en France, les villes de plus de 80 000 habitants, c'est 80 000 ou 80 000, doivent mettre en place des conseils de quartier. Donc cette instance-là aussi est conviée au comité de suivi pour donner un avis sur les projets et puis faire le relais aussi de ces projets auprès des différents publics et des habitants de leurs quartiers respectifs. Et je vais passer tout de suite aux leçons de ces 3 années de budget,
puisque après donc 3 années et un renouvellement, il faut dire, Laura et moi sommes arrivés l'année dernière, on a fait toute une série de constats qui se sont vérifiés l'année dernière avec le format que je vous ai présenté et qui nous ont poussé à faire un certain nombre de modifications. L'idée, c'était d'apprendre de certaines de nos erreurs, de choses qu'on n'avait pas forcément bien anticipées et qui ont pu créer des frustrations à la fois chez les habitants, mais aussi en interne dans les services de la ville. Donc l'idée, c'était de dire, OK, là, on a un dispositif qui est vraiment, qui a du succès. On a vu une augmentation de la participation, à la fois en termes de dépôt d'idées, mais aussi en termes de vote. On est en augmentation constante du nombre de voix, du nombre de votes, du nombre de projets déposés. Mais pour autant, ce nombre de projets en pleine croissance, ça n'empêche pas voilà, des frustrations qui sont liées, selon nous, à l'importance de bien border le cadre dans lequel le budget participatif est proposé aux habitants. Typiquement, je vous donne un exemple très concret, à Colombes, on a 0 foncier. On n'a pas le moindre mètre carré à disposition. Mais tout le budget du budget participatif est un budget d'investissement. Ce qui nous pose problème, puisqu'au moment de demander aux citoyens les projets d'aménagement qu'ils souhaiteraient voir naître dans leur ville, quand on leur explique ensuite qu'il n'y a pas de foncier, eh bien, on se rend compte que, alors je n'ai pas de chiffres en tête, mais il y a énormément de projets, du moins d'idées proposées par les habitants lors de la phase de dépôt des idées, qui sont immédiatement retoqués puisqu'ils nécessitent d'avoir du foncier disponible, ce que nous n'avons pas. Donc ça a été le début de notre réflexion, de se dire, OK, le budget uniquement d'investissement, ça nous prive de la mise en œuvre d'un certain nombre de projets qui auraient besoin, alors pas forcément d'avoir une part de fonctionnement au sens de payer les salaires ou de payer des moyens humains, mais d'avoir au moins une garantie sur l'entretien, la pérennité des ouvrages qui sont réalisés dans le cadre de ce budget participatif. Donc, l'année prochaine, on essaiera pour la première fois d'inclure une part qui serait de l'ordre de 20% de fonctionnement, à la fois pour permettre d'intégrer plus de projets et d'assurer le suivi de certains projets que parfois on a refusés parce que simplement il fallait, disons, qu'il y ait une entreprise qui vienne une fois l'an pour remettre des compteurs à zéro, pour entretenir un équipement ou que sais-je. Donc ça, c'est une première modification importante qu'on va mettre en place dès l'année prochaine. On avait aussi un enjeu d'ouvrir à des publics divers et d'intéresser notamment les jeunes au budget participatif. Je ne vous cache pas que là aussi, il y a un enjeu politique de diffusion et de large auprès des habitants. Donc, on a décidé d'abaisser l'âge minimum puisque c'était réservé aux personnes de plus de 18 ans. Et l'idée, à partir de l'année prochaine, ça va être d'impliquer aussi les publics, notamment les lycéens, qui ont souvent beaucoup d'idées qui peuvent élaborer en commun, qui peuvent être le support de projets pédagogiques. Donc, ça a été aussi une demande de certains établissements scolaires ou de certains instituteurs, professeurs, directeurs d'établissements, de ne pas les exclure du dispositif. Donc, on va changer ça aussi. Et enfin, sans doute les deux leçons les plus importantes, c'est vraiment le besoin d'accompagnement des habitants. Puisque le dépôt d'idées, les gens viennent avec des idées, comme leur nom l'indique, et pas avec des projets. Donc, il y a vraiment besoin d'un accompagnement des habitants qui déposent leurs projets. Et ça nécessite du temps. Donc, on a changé 2 choses. On va désormais faire des budgets. Le dispositif sera désormais déployé sur non pas une année, mais sur 2 ans, ce qui va permettre d'ajouter une phase d'idéation. Je l'ai dit idéation. On essaie d'éviter un peu ce terme, parce que ce n'est pas forcément très clair, mais simplement de passer de l'idée brute au projet et de travailler cette proposition pour justement éviter tous ces écueils. Arriver en disant, je voudrais faire un terrain de football, on n'a pas la place de faire un terrain de football. Donc, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut transformer son projet pour que ses attentes, ses besoins soient pris en compte, mais que ça rentre dans le cadre qu'on a défini. Et donc, ce cadre, et ça, c'est vraiment la leçon pour nous essentielle, il doit être très clair, à la fois pour éviter les frustrations chez les habitants,
mais aussi pour garantir la bonne entente avec les services. Et ça, c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment un point pivot, c'est-à-dire que les services ne prennent pas le budget participatif comme une charge supplémentaire pour laquelle ils n'ont finalement pas leur mot à dire, mais qu'au contraire, dès le début, dès la phase de dépôt des idées, avant même l'instruction, ils aient une visibilité du dispositif, qu'ils soient là un peu à toutes les étapes et qu'il y ait vraiment une continuité dans leur implication, dans l'information qu'on leur donne, pour pas qu'ils se sentent simplement des services supports à qui on fait réaliser les desiderata des habitants. Voilà un petit peu ce qu'on voulait vous expliquer sur tout ça, sachant que donc voilà, tous ces éléments de recommandation, on pourra se revoir sans doute dans un an ou deux pour vous dire, dans 2 ans, ce qu'il en a été, puisque donc ce sera le format qu'on commencera l'année prochaine. Et voilà pour nous. Merci beaucoup, Joachim. Merci beaucoup aussi, Laura, pour cette très, très, très bonne présentation. Merci aussi pour ces éléments. Je pense que c'est très intéressant, des leçons apprises et des recommandations et cette idée d'aller au-delà pour les prochaines années. Je pense qu'il y a plusieurs éléments très intéressants. Il y avait déjà sur le chat 2 ou 3 questions. Bien sûr, je vais laisser la parole. Je peux les lire, mais sinon, je préfère que les gens, même s'ils veulent prendre la parole. Pablo, si tu veux prendre la parole. Pablo Aguirre, ou sinon, s'il y avait... Merci. Oui. Ma question était déjà, j'ai vu Mhm. bah, j'ai vu que c'est pas nécessaire, mais en fait, je voulais juste voir, est-ce que vous avez des exemples des projets qui ont été implémentés, juste pour écouter un peu ce que c'était les idées des citoyens? Mis en place. Alors, il y a divers projets qui ont été mis en place. On a à peu près, en fait, on a des centaines de projets proposés par les habitants tous les ans. Et il y en a à peu près entre 10 et 15 qui sont réalisés après, sous 2 ans, après la phase de vote. En fait, il y a aussi un truc qu'on n'a peut-être pas abordé, c'est que on a une enveloppe budgétaire de 1 million et le nombre de projets retenus, en fait, c'est les projets qui ont été le plus votés et qui, en fait, éliminent l'enveloppe totale des 1 million. Voilà, un peu à vue d'œil auprès des services qui font une estimation du budget. Et du coup, les projets qui ont été les projets qui ont été réalisés, surtout l'année dernière, ça a été, il y a des city-stades, des city basket, foot. Il y a des terrains de pétanque. Il y a beaucoup de projets sur l'embellissement type verdure dans l'espace public. Il y en a beaucoup. Il y a attache trottinette, attache vélo pour notamment les lieux des enfants, enfin accueillis des enfants, par exemple les écoles, les médiathèques. Oui, ça, c'est une chose que je n'ai pas dite. Il y a une partie des projets qui sont déposés par des associations, par des établissements scolaires. Et ça, c'est quelque chose aussi qui entraîne une réflexion chez nous, puisqu'il ne s'agit pas que ça devienne un substitut aux subventions aux associations, le budget participatif. Donc ça, c'est pour ça que nous, cette phase d'accompagnement, de travail en amont, il est d'autant plus important pour pouvoir bien voir quels sont les besoins de l'association, si ça rentre bien dans le cadre. Mais oui, on a beaucoup de projets liés au sport, à l'activité sportive, beaucoup de projets liés à la végétalisation. Colombes est une ville très minérale, en petite couronne de Paris, donc alors même si on a de la chance d'avoir un grand parc départemental, on est quand même beaucoup dans des espaces très minéraux. Donc il y a vraiment ça, c'est une demande des habitants importante. Mais puis on a aussi, qu'est-ce qu'on a? Oui, des lieux d'accueil pour la biodiversité, par exemple, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu. Des abris pour les pigeons, pour les oiseaux, pour les faucons, des ruchers, des choses comme ça. Les projets sont très en lien aussi avec les thématiques parce qu'il faut que ça rentre dans les thématiques. Donc là aussi, nos élus ont un rôle à jouer aussi sur les futurs projets qui seront votés par les habitants. Merci. Il y avait Dorian, peut-être si vous voulez prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Pour me présenter rapidement, donc moi je suis Dorian Lecarov, chargé de mission concertation à la ville de Suresnes, qui se situe pas très loin de la ville de Colombes. Moi j'avais une question sur le comité de suivi que vous avez évoqué, donc qui comprenait les membres des conseils de quartier, les membres de la société civile de manière générale, sur le rôle précis que jouait ce comité de suivi. Donc d'une part, est-ce que les avis qu'ils rendent sont contraignants?
et dans quelle phase en fait, du processus ils sont intégrés. Est-ce que c'est la phase d'analyse par les services techniques? Est-ce que c'est un suivi lors de la réalisation des projets? Voilà, m'expliquer un petit peu comment est-ce que tout cela fonctionne. Merci. Après, il y a un comité de suivi. J'avoue c'est là aussi une amélioration qu'on va apporter parce que le comité de suivi, il est selon moi, pas beaucoup associé encore au budget participatif. Donc ça, c'est un axe d'amélioration parce que jusqu'à présent, en fait, le comité de suivi, on l'invite surtout au dépouillement des votes, ce genre de choses. Et on aimerait l'associer davantage parce que c'est vrai que là, il est un peu minimisé, je pense, surtout au vu des ambitions des personnes qui sont dedans. Donc là, on est en pleine réflexion pour savoir comment on peut le mobiliser, parce qu'on a un très bon comité de pilotage, un très bon comité technique, mais le comité de suivi, là en tant que tel, pour le moment, c'est vraiment une priorité d'axe d'amélioration, parce que vraiment, à part le dépouillement des votes et au tout début du budget participatif, c'est vrai qu'il n'est pas assez mobilisé. Ouais, pour l'instant, il a ce rôle effectivement, un petit peu d'assesseur des élections, enfin des votes, pardon, de la phase de vote. Ça, c'est aussi quelque chose pendant la période, le budget participatif, donc date de 2020, donc en pleine période de Covid. Et donc là, le comité de suivi a été associé aux élus pour prendre les triporteurs, comme on le voyait sur la photo d'une des slides, et aller vers les habitants. Donc, ils ont eu surtout un rôle de relais d'information, de communication, voilà, et de pédagogie aussi sur un dispositif tout nouveau de la ville. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Super, merci. Il y avait monsieur Raphaël qui demandait aussi pour le pourcentage de participants. Je ne sais pas si Raphaël, vous voulez prendre la parole. Sinon, en tout cas, la question, c'était ça, le pourcentage de participants. Comme évoqué tout à l'heure, on a une centaine de projets, entre 100 et 120 projets par an. On est sur une ville quand même à presque 90 000 habitants. Le pourcentage de participants, c'est assez compliqué parce que des fois, ça va être une personne qui va proposer un projet au nom d'une école ou de plusieurs autres personnes ou de groupes d'habitants. Donc, c'est un peu compliqué. En tout cas, on a une centaine de projets tous les ans. Voilà. Et après, il y a aussi la phase de vote où là, on a plus de 1000 votes et des habitants. Et on a aussi, c'est tout. Oui, je pense qu'il fait, sur le chat, il fait référence au pourcentage de vote, j'imagine, sur le total des inscrits ou de la population en âge de voter, j'imagine. Alors ça, on a beaucoup de travail de communication, d'explication du budget, parce qu'on est là, cette année, on était à 1300 votants, je crois bien. Alors, à partir de 18 ans, donc évidemment, ce n'est pas 80 000 personnes qui peuvent voter, mais ça fait quand même un score tout à fait à améliorer, puisqu'on aurait aimé avoir 2000 cette année, on est à 1300. Après, ça augmente tous les ans, donc je pense qu'il y a aussi un gros travail à faire de communication tous les ans. Mais généralement, les personnes qui ont voté l'année d'avant revotent pour l'année d'après. Et on a aussi un taux de participation assez fort sur notre plateforme en ligne de participons.colombe, où tout est relayé au sein de la démocratie locale et avec un onglet spécifique au budget participatif, où là, on a quand même de nombreuses inscriptions et de nombreux commentaires après de chaque projet. Enfin, c'est assez bien fait et c'est vrai que ça augmente plutôt bien. Justement, sur le chat, il y a les questions aussi de Madame et Pablo aussi pour confirmer, le vote est numérique et en présentiel. Il y a les deux possibilités de voter, c'est Oui, ça? il y a les deux. On dépose un certain nombre d'urnes dans les structures municipales de la ville. Donc, on couvre tous les quartiers de manière à ce que les gens puissent voter par papier ou par version numérique. En sachant qu'ils peuvent voter pour 3 projets sur la liste des projets éligibles. Parfait, super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le système de vote ou sur le dispositif en général? Sinon, peut-être, moi, je voudrais vous demander un petit peu aussi pour la question de l'inclusion des différents publics. Vous avez un petit peu déjà expliqué un petit peu s'il y a un effort fait aussi peut-être en relation à d'autres dispositifs de participation que vous avez dans la ville, un petit peu
comment réussir justement, par exemple, aller vers les collectifs qui normalement participent peu. Je ne sais pas s'il y a des techniques de communication, mais aussi, par exemple, la diffusion du projet, par exemple, pour aller chercher les jeunes ou les populations qui traditionnellement participent peu à la vie politique de la municipalité. Alors, il y a de nombreux axes de communication qui ont été mis en place, notamment grâce là, au comité de suivi et à l'élu et aux agents, d'aller sur les temps forts en fait, de la ville, les sorties d'école, beaucoup les sorties d'école, sur les marchés. On déambule aussi dans les marchés. Et tous les lieux où on est présent sont évoqués dans le journal de la ville et sur les réseaux sociaux en amont. Et après, il y a aussi une grosse communication numérique, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur notre plateforme. Voilà. Après, je pense que en fait, de fil en aiguille, quand il y a un habitant aussi qui propose un projet, qu'il a été retenu ou non, il en parle autour de lui. Ça fait aussi une grosse communication. Et pour élargir notre communication, là, il y a le lancement du conseil des jeunes qui a été mis en place et vraiment notre axe, porte d'entrée pour la jeunesse. C'est de passer par ce conseil des jeunes qui est quand même très actif et très, très grand à Colombes, pour que eux puissent diffuser auprès des écoles, enfin, surtout des collèges. Voilà. Après, il y a le conseil des sages, il y a quand même les conseils de quartier. Il y a beaucoup d'instances citoyennes quand même qui sont mises en place à Colombes qui permettent de relayer des informations en lien avec le budget participatif. Et moi qui fais une présentation à un moment en conseil de quartier et qui répond directement aux habitants, soit dans les conseils de quartier, dans le conseil des sages, au marché, euh, devant les écoles et sur les temps forts de la ville. Ça, c'est vraiment nos présences physiques en tout cas. Après, il y a le journal. On essaie tous les mois d'avoir des informations dans le journal de la ville pour lutter contre la précarité numérique. Et puis, on a aussi la plateforme qui est quand même très active. Super. Il y a une question aussi sur le chat. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole, sinon je vais la lire. C'est de Eidam Sido. C'est quelle stratégie vous avez mise en place pour favoriser les besoins des femmes et des jeunes? Bon, c'est un petit peu ça aussi. Du coup, on essaie, en tout cas, on va essayer d'abaisser l'âge aussi. Parce que c'est vrai que bon, les enfants et les personnes de moins de 18 ans pouvaient proposer des projets, mais par un porteur de projet qui avait plus de 18 ans. Donc, il y a quand même des enfants qui ont pu déposer des projets, notamment de mettre des aires de jeu dans les parcs, etc. Mais c'est vrai que c'était avec obligation d'avoir quelqu'un qui avait 18 ans, qui était majeur. Là, on essaie quand même de l'abaisser à 14 ans. On va essayer pour que ça rentre aussi, notamment dans l'âge du conseil des jeunes. Et je pense que là, on aura plus de projets quand même et plus de visibilité en touchant la jeunesse qui est quand même très importante, je pense, dans le budget participatif. Oui, et que ça fasse le lien avec les programmes scolaires, qu'on puisse être aussi un support pour un certain nombre d'activités périscolaires ou scolaires directement, puisque voilà, ça permet, c'est évidemment des projets qui sont à l'attention de tous, mais si ça peut en plus être le support de projets pédagogiques, pour nous, c'est vraiment génial. Et pour ce qui est des publics spécifiques, alors d'abord les femmes et globalement les minorités de genre. Ça, c'est un axe qu'on va aussi bien réfléchir puisqu'on a une nouvelle chargée de mission égalité hommes-femmes qui vient d'arriver à la collectivité, donc avec laquelle aussi on a vraiment envie de travailler, notamment sur nos méthodes d'aller vers les habitants. L'idée de mettre ce temps d'accompagnement, ce temps qu'on a appelé d'idéation, mais donc de comment on passe de l'idée au projet, c'est aussi un temps qui va nous permettre d'aller chercher des publics qui ne sont pas directement sensibles au dispositif et d'avoir vraiment un temps plus long d'explication, de pédagogie de ce que sont ces dispositifs et du fait qu'en réalité, c'est très simple de venir avec une idée la plus brute qui soit et puis de la travailler avec nous. Et ce temps d'accompagnement, il est très important d'expérience. On a vu que sur les 110 projets, on peut facilement réduire à 20 projets éligibles de par en fait, le fait que les habitants ne se rendent pas compte
notamment des frais de fonctionnement. Je vais juste vous citer un exemple. Par exemple, il y a quelqu'un qui a demandé des toilettes sèches dans un parc de la ville. Et en fait, il ne comprenait pas que son projet n'avait pas été retenu parce que derrière les toilettes sèches, qui sont simplement des toilettes à installer, il y a quand même une part de frais de fonctionnement qui est qu'il y a une personne qui va nettoyer les toilettes et faire l'entretien des toilettes. D'où aussi la réflexion de, euh, de mettre un frais de fonctionnement directement éligible au futur budget participatif parce on passe facilement de 110 à 20 projets éligibles pour plein de petites contraintes comme ça. Et ça peut être évité si on accompagne en amont les habitants. Voilà. Typiquement, un dispositif qui peut faire le lien, ce sont par exemple les marches exploratoires qui sont organisés dans certains quartiers de la ville pour identifier les difficultés d'appropriation de l'espace public, les dangers. Voilà. Là, typiquement, il peut y avoir un lien direct entre le diagnostic en marchant ou la marche exploratoire et le dépôt par un collectif citoyen d'une idée au budget participatif qui viendrait résoudre ou participer à résoudre un problème identifié lors de ces marches. Très bien, merci beaucoup. Sans doute, vous avez vraiment indiqué des questions plus problématiques, non? Parfois, des grands défis des budgets participatifs, c'est cette transformation, non? Des idées en brut, comme vous disiez, que bien sûr, les gens ont beaucoup d'idées en brut, mais qu'après, il y a ce travail d'accompagnement et de co-création des projets, non? Parce que pour passer des grandes idées, justement, à la question des projets concrets qui peuvent être éligibles. Et après, la question, justement, de l'investissement versus les dépenses, les frais de fonctionnement, que c'est toujours un des grands défis. Généralement, les budgets participatifs, c'est des investissements, c'est le modèle qui est plus établi, mais il y a toujours cette. Mais bien sûr, tout investissement, normalement, après, va convenir aussi d'autres dépenses. Non? Donc, je pense que c'est sans doute une grande question oui, des grands défis à prendre en compte. OK, il y a deux questions de plus et je vais essayer de terminer avec ça pour pouvoir passer à la suivante présentation. Il y a Magali Ego de Lyon qui demande, en fait, je ne sais pas, peut-être vous n'étiez pas en ligne parce qu'il demande une autre fois le pourcentage de votants rapporté à votre population. Je pense que vous l'avez plus ou moins indiqué. Sinon, vous pouvez répondre sur le chat aussi comme vous voulez. Oui, la réponse, on n'a pas le pourcentage, puisque vu que les votes sont ouverts qu'à partir de 18 ans, on a 90 000 habitants. Je ne sais pas exactement la part de jeunes de moins de 18 ans, mais on a eu cette année 1300 votants, donc une part, un pourcentage assez faible encore. Et l'autre question, c'était, lors de la mise en œuvre, passez-vous par des marchés publics? Bien sûr. Oui. Quand on peut. Oui, par toutes sortes, des procédures adaptées, des marchés classiques. Parfois, ça peut être en régie quand on le peut, ou avec les prestataires pour lesquels on est déjà en marché. Toutes les typologies existent. En Merci fonction beaucoup. du montant du projet alloué et de la réglementation des collectivités. Super. Donc, je profite, justement, la question était faite par l'échevin de Grédoisseau, M. Pascal Gorgen. Donc, je vais profiter de faire cette transition. Merci beaucoup, Joachim et Laura, pour cette très, très bonne présentation et pour avoir répondu à toutes les réponses. À la fin de la session, on peut continuer. Je veux dire, on ne termine pas ici, mais on passe à l'autre présentation. Comme ça aussi, on pourra partager les deux modèles. Donc, je vais laisser aux collègues de la commune de Grédoisseau de faire leur présentation. Je ne sais pas si c'est Julien ou Pascal qui va faire la présentation. Je vous laisse à vous la parole. Bonjour à tout le monde. C'est Julien qui va faire la présentation puisque c'est notre nouveau chargé de participation citoyenne à la commune. Et donc, c'est son premier bain de présentation. Et je suis très content en tant que maire adjoint de lui laisser la parole. Julien, c'est à toi. Et bien entendu, merci à l'OIDP, merci à toi, Duarte, d'avoir bien voulu que l'on fasse cette présentation. Un grand merci à vous. Julien, à vous la Merci parole. beaucoup, Pascal. Donc, tout d'abord, merci beaucoup pour l'organisation de cette session de partage. Donc, je m'appelle Van Julien, je suis chargé à la participation citoyenne ici à la commune de Clédoisseau. Et on est heureux de pouvoir partager notre expérience et nos initiatives ici au sein de la commune concernant notre budget participatif. Alors, où se trouve Clédoisseau? Vous pouvez passer à la slide suivante, oui, merci. Eh bien, Clédoisseau est une commune francophone de Belgique située en région wallonne dans la province du Brabant wallon. Et comme vous pouvez le voir sur cette carte, elle se trouve à plus ou moins 30 km de Bruxelles.
Sur la slide suivante, donc vous pouvez voir quelques chiffres nous concernant. Nous sommes une commune rurale d'une superficie de 55 km². Nous comptons plus ou moins 14 000 habitants. Et Rédoisseau est une commune labellisée ville citoyenne. Alors c'est d'ailleurs la première entité en Belgique à décrocher ce label qui distingue les communes engagées en faveur de la participation, de l'implication et de l'engagement des citoyens. Je ne sais pas si je peux changer les slides moi-même ou si on doit convenir dans... Voilà, merci. Alors, à Rédasso, nous pensons que l'implication des citoyens dans le processus décisionnel permet d'une part de renforcer le processus décisionnel, d'améliorer la compréhension du fonctionnement de l'administration avec les citoyens et de co-construire des projets pour améliorer la qualité de vie dans la commune. Alors, évidemment, la participation citoyenne ne s'est pas faite en un jour. Il y a d'abord eu un point de départ, c'est la volonté politique. Et c'est important, cette volonté politique, parce que c'est celle-ci qui permet d'insuffler la participation citoyenne. Donc ainsi, en 2019, on a mis en place un code de la participation citoyenne par le conseil communal, à l'initiative du maire adjoint Pascal Gourgen. Il s'agit donc d'un cadre transparent et évolutif, adapté à la situation locale, qui fixe les objectifs et prévoit, d'une part, la création du Conseil de démocratie participative et de transition locale, et de deux, l'établissement de plusieurs outils tels que les conseils de village et le budget participatif. Alors, parmi les outils, vous avez les consultations citoyennes. Donc, ce sont des enquêtes par lesquelles la population est invitée à soumettre des avis ou des idées sur des questions qui ont attrait à la vie dans la commune. On peut également mentionner les comités et les conseils citoyens. Vous avez donc un conseil de la jeunesse, un conseil des aînés, un conseil pour le plan climat. Et ce sont des organes citoyens qui ont pour objectif d'émettre des avis, d'informer le politique sur diverses matières communales. Un autre outil, c'est le plan communal de développement rural. Comme le budget participatif, il s'agit d'un processus de co-construction de projets avec les citoyens, mais à la différence qu'il s'agit là d'un budget et d'un processus qui est régi par un décret de la région wallonne en Belgique et qui s'inscrit sur des cycles plus longs. Et enfin, in fine, nous avons ce qui nous intéresse pour la session d'aujourd'hui, le budget participatif au sein de la commune de Grédoisseau. Alors, le budget participatif, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un appel à projet citoyen. Il est initié par la commune et il permet chaque année aux habitants de plus de 18 ans et aux associations de l'entité de Rédoisseau de proposer des projets ayant pour but d'améliorer le cadre de vie dans la commune. Et les thèmes des projets sont déterminés par les citoyens eux-mêmes lors du forum citoyen annuel qui est ouvert à tous. Les thèmes sont par exemple le cadre de vie, les circuits locaux, les liens sociaux. Et cette année, c'est une enveloppe budgétaire de 40 euros qui sera répartie entre les différents projets lauréats suite au vote des citoyens. Alors, comment cela se passe-t-il concrètement? Slide suivante, s'il vous plaît. Tout se passe via la plateforme citoyenne digitale qui est hébergée par Efalia. C'est une plateforme digitale de participation citoyenne. Elle permet d'impliquer les citoyens dans les projets communaux via donc les enquêtes, les appels à projets. Sur cette plateforme, nous retrouvons un onglet budget participatif via lequel se déroule tout le processus. Ainsi, les citoyens peuvent déposer leurs projets, ils peuvent également échanger et commenter les projets entre eux. Et là, c'est un point important parce que ça leur permet de collaborer et aussi éviter les doublons entre des projets similaires. La plateforme leur permet également de suivre l'évolution du processus à travers les différentes étapes de sélection. Et c'est via cette plateforme que les citoyens de l'ensemble de la commune pourront voter pour les projets qu'ils souhaitent voir se réaliser.
Donc ici, vous avez en aperçu de la forme que cela peut avoir. Et également, sur la droite, vous avez des exemples de projets qui ont été déposés pour cette année. Sur la slide suivante, vous constaterez que le, le budget participatif, derrière cela, il y a un comité d'avis citoyen. Donc, à la base de tout, nous avons en cadre, en règlement qui permet d'encadrer le budget, son processus, de fixer les objectifs. Et dans ce règlement, nous retrouvons le comité d'avis citoyen. Le comité d'avis citoyen, c'est un maximum de 10 citoyens, mais également des observateurs de l'administration et du conseil communal qui, eux, n'interviennent pas dans le processus décisionnel, mais qui assistent et l'encadrent. Et son rôle, c'est d'écouter et d'échanger avec les porteurs de projets durant les présentations orales des porteurs de projets. Par la suite, de valider la recevabilité des projets. Donc, il y a plusieurs réunions qui se dérouleront durant les prochains mois, durant lesquelles ils se concerteront, ils évoqueront ces projets et les présélectionneront en vue du vote citoyen qui se déroule dans le courant du mois de mai. Alors, quelles sont les étapes du processus du budget participatif? Eh bien, tout d'abord, vous avez le lancement de l'appel à initiative citoyenne par une réunion d'information. L'information, c'est un élément essentiel, clé du budget participatif. Il convient en effet d'informer, d'apporter l'information nécessaire aux citoyens pour qu'ils puissent apporter leur projet et surtout être au courant du processus parce que c'est un processus qui se veut être transparent. Par la suite, les citoyens ont la possibilité de soumettre leurs idées, leurs projets via la plateforme citoyenne, donc la plateforme que l'on vient de voir précédemment, et ces projets sont alors consultables de tous. Les dépositaires de projets doivent également nous remettre une fiche d'identification avec leurs coordonnées. Cela nous permet par la suite de les contacter et de revenir vers eux pour la suite du processus. Ils présentent ensuite leur projet devant le comité d'avis citoyen. Et cette étape, elle a pour but de les aiguiller, de les guider et de soutenir dans leur dernière ligne droite avant le dépôt définitif. Les projets seront ensuite examinés techniquement, juridiquement et financièrement par les services techniques de l'administration et analysés et présélectionnés par les membres du comité d'avis citoyen selon des critères de validation prévus par le règlement, en vue d'être soumis au vote des citoyens, ce qui est la dernière étape de notre processus. Alors, la mise en œuvre de ces projets, elle se fait soit par la commune, soit directement par les citoyens. Cela est défini au départ, lors du dépôt des projets. Pour vous donner une petite idée du type de projet que l'on a, l'année dernière, il y en a 5 qui ont été lauréats. Donc, c'était avec une enveloppe budgétaire de 35 000 euros. Je pense qu'on a perdu Julien un instant, la connexion. Je peux continuer hein, par rapport à ça tant qu'il revient. Donc, en effet, là, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend bien. Donc, avant que Julien revienne, donc en effet, l'année passée, on avait 5 projets pour un montant de 35 000 euros. Cette année-ci, on a pour l'instant 13 projets et ce sera pour 45 000 euros. Ce que Julien vient d'expliquer en ce qui concerne la présentation orale des projets, c'est la première fois qu'on fait ça cette année-ci. Ça se passera demain. Donc, demain, entre 16h30 et 20h30, les 13 porteurs de projets viendront présenter oralement leur projet, ce qui permettra à l'administration, aux élus et aux membres du comité citoyen de donner quelques informations sur attention, cher monsieur, cher citoyen, là, il vous manque le budget, là, il vous manque quelques éléments pour que votre projet soit recevable. Et donc, ils ont encore 15 jours pour corriger, je dirais, ou pour améliorer leur projet, de sorte que le 1er avril à minuit, ils puissent, je dirais, en dernière instance, déposer leur projet.
Alors, on peut aller Voilà, au je suis slide. de retour. Ah ben voilà, Excusez-moi pour cette interruption. Je ne sais pas à partir de quand j'ai été coupé. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir repris la main. j'ai repris la main, donc on peut passer au slide suivant. J'ai parlé des... voilà, vas-y. Super. Donc, en conclusion, le budget participatif, c'est un outil efficace de la projet intéressant qui met l'accent sur des besoins au sein de la commune. C'est un processus qui est évolutif et où la co-construction avec les citoyens est essentielle. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus à ce niveau-là? Oui, donc là, au niveau des recommandations politiques, bah, ce que l'on a appris et ce que nous recommandons pour ce genre de dispositif, c'est premièrement de mettre en place un règlement, parce que c'est le règlement qui pose le cadre du budget participatif. Les fiches d'identification des dépositaires de projets sont également très utiles. On a remarqué que via la plateforme, il n'était pas toujours très évident de retrouver l'identité des porteurs de projets. Or, il est essentiel de pouvoir les identifier afin qu'ils puissent porter un projet au niveau de la commune. Et cela permet aussi d'établir un contact beaucoup plus facilement. Et enfin, une évolution par rapport à l'édition précédente. Cette année, nous organisons des présentations orales en amont du dépôt final pour permettre aux dépositaires de présenter leur projet devant le comité d'avis citoyen et les membres de l'administration. L'objectif, c'est de guider et de soutenir les dépositaires dans la dernière ligne droite et de leur éviter des mauvaises surprises. Par exemple, un projet qui ne respecte pas certaines normes. Le regard de l'administration est important pour accompagner les citoyens dans leurs projets. C'est aussi un point qui avait été abordé par nos collègues de la présentation précédente. Mais l'accompagnement, finalement, est crucial pour, euh, pour, euh, pour les porteurs de projets qui ne sont pas toujours habitués à, à monter un projet avec les règles politiques par lesquelles nous sommes tenus. Et donc voilà, cela permet d'apporter un regard technique, juridique qu'ils n'ont pas forcément. Donc merci beaucoup pour votre attention. Afin que vous ayez une idée un peu plus précise de ce qu'est le budget participatif, je vous ai mis ici en QR code que vous pouvez scanner, où vous pouvez consulter le budget 2024 et ainsi voir quelle forme cela prend au niveau de la plateforme citoyenne. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis donc disponible pour répondre à vos questions. Ou bien Monsieur l'échevin Pascal Gourgen le fera également. Merci beaucoup. Un grand merci aux deux pour cette présentation et aussi mes félicitations pour le travail que vous faites. Je pense que c'est vraiment très intéressant pour une commune rurale, mais vous faites vraiment beaucoup de choses. Aussi, félicitations pour ce label citoyen. Je pense que c'est une très, très belle Merci initiative. beaucoup. Et aussi pour le reste des participants, vous dire que les présentations seront disponibles. Après, on va vous les partager. Donc, vous aurez le lien et le QR code aussi disponible. Donc, pour les questions, je pense qu'il y avait déjà quelques questions. Donc, je vais laisser aussi une autre fois les gens pour prendre la parole s'ils préfèrent eux-mêmes pour développer les questions. Il y avait Selom, il y avait Pablo, il y avait Magali et Hugo. Si quelqu'un veut prendre la parole pour faire les questions, sinon je vais les lire comme vous voulez. On peut poser notre question directement si c'est plus simple pour vous. Vous nous Allez-y, oui. entendez? Ouais, Alors moi, je voulais j'entends. savoir si la plateforme que vous avez utilisée, donc Efalia, si j'ai bien compris, en fait, elle convenait à tous vos besoins. Alors, spécifiquement dans le cadre du budget participatif, parce qu'on parlait de ça, mais même pour le reste, ça m'intéresse. Voilà, merci. Je vais peut-être répondre à nos collègues de Lyon. En fait, Efalia vient de changer de nom. C'était Flucity que la plupart d'entre vous connaissent probablement. Donc, il y a quelques semaines, ils ont simplement été repris et par un plus grand groupe. Mais donc, Flucity reste en tant que tel. Et donc, pour vous répondre très concrètement, en ce qui concerne, je dirais, le budget participatif, oui, ça a répondu vraiment à tous nos besoins. Et quand il y avait soit un souci, soit une demande, je dirais, beaucoup plus précise, directement leurs équipes ont mis en place et ont fait des propositions pour améliorer leur plateforme.
Alors, cette plateforme, on l'utilise aussi pour des enquêtes en ligne, pour des appels à bénévoles, pour mettre des articles. Donc, je vous invite vraiment, et c'était une bonne idée de Julien d'avoir mis le QR code. Ce QR code donne directement sur la plateforme. Donc, vous pouvez aller un petit peu chipoter, comme on dit en Belgique, sur la plateforme pour voir toutes les possibilités. Mais donc, on est très satisfait et ils améliorent je dirais, chaque mois les aspects techniques. Merci Merci pour pour la votre question. réponse. Merci beaucoup. Il y a Selom Agbavito, désolé. Oui, bonjour, vous m'entendez? On vous écoute, oui. Oui, très bien. Ok, merci bien pour les organisateurs de cette soirée de cours que nous apprécions vraiment. En tout cas, moi, je suis de la société civile, je suis du Togo, dans une commune aussi qu'on appelle Palimé. En fait, pour les jeunes démocraties, ce qu'on nous apprend souvent par rapport au budget participatif, mais nous avons vu ici que vraiment c'est un cours qui est vraiment développé, que vraiment je ressens la participation. Parce que chez nous, souvent, tout ce qui est budget participatif, c'est plutôt la mobilisation. Moi, ma question maintenant, est-ce uniquement la mobilisation ou bien ce sont la gestion des ressources mobilisées? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand nous prenons nos communes, qui sont des communes jeunes d'ailleurs, c'est seule la direction du service technique qui s'occupe de tout ce qui est projet d'investissement. Or, quand nous prenons la société civile, qui sont les ONG et les associations, c'est eux qui font appel plutôt aux fonds, les intérêts à manifestation des fonds extérieurs, tout ça là, pour accompagner la commune. Donc, il n'y a pas de dispositif propre à nos communes d'avoir un fonds où une ONG ou bien une association à la base peut postuler. Donc, les associations qui mobilisent des fonds extérieurs pour accompagner les communes. Mais on nous dit de la participation citoyenne, du budget participatif. Voilà un peu moi, un peu mes soucis, mais je vois que vraiment ces deux communications sont vraiment intéressantes pour nous. Et je fais la doléance pour les organisateurs de le faire souvent. Voilà, ça serait un plaidoyer que je ferai au niveau de ma commune pour que tout ce qui est les décideurs communaux de ma commune puissent vraiment imprégner de tout ce que vous nous dites ici. Merci beaucoup à vous. Bon, merci. Je vais laisser Odoville aussi s'il veut faire un commentaire, une question une réponse sur votre intervention. Oui, je pense que ce qui est vraiment important, le point de départ, et Julien l'a dit, c'est la volonté politique. S'il n'y a pas de volonté politique, c'est très très compliqué de faire en sorte que le triangle, à savoir le citoyen, l'administration et le politique, fonctionne. Donc, le point de départ, c'est cette volonté politique. Ici, à Grédoisseau, on a commencé en 2019, lorsqu'il y a eu la nouvelle majorité, parce qu'avant, il n'y avait pas de volonté politique, et donc, ça ne fonctionnait pas. Et deuxième élément, je pense aussi que la participation citoyenne, ça ne se décrète pas. C'est-à-dire, je veux dire, il faut que ça parte aussi des habitants. S'il n'y a pas dans la ville un tissu associatif, ou si à un moment donné, il n'y a pas de créativité ou pas d'idées, ou qu'il n'y a pas de maison de jeunes, je veux dire, il faut que ça parte de la base. On ne sait pas, le politique ne peut pas non plus, je dirais, imposer de la participation citoyenne. Et parfois, c'est ça qui est, parfois c'est compliqué. J'entendais mes collègues de la ville de Colombes qui disaient, ben, oui, on aimerait bien 2000 votes, 2500 votes. Oui, ça se fait petit à petit et je pense qu'on doit rester tous humbles par rapport à une participation, faire bouger les citoyens, même si, ils le veulent, c'est pas évident, c'est petit à petit. Super, merci beaucoup. Super, je suis très content. Merci. Merci beaucoup aussi pour cette réponse. Je ne sais pas les collègues de Colombe s'ils veulent ajouter quelque chose sur cette question ou sinon on continue avec les... Non, simplement abonder dans le sens de M. Gergen qu'effectivement, cette volonté politique est nécessaire et que la participation ne se compte pas en nombre de votes. Merci. Il y avait Pablo qui demandait si qui est le public des présentations orales.
Oui, Oui, donc c'est un nouveau processus. Donc j'ai expliqué pour Grédoiseau, ce sera demain. Et donc le public, il est bien spécifique. Il est en fait dans le règlement communal. Donc, le public, c'est en fait les membres du comité d'avis citoyen, à savoir des citoyens qui ont été candidats, des observateurs du conseil municipal, hein, qu'on appelle chez nous du conseil communal, donc des membres de la majorité de l'opposition, donc au moins un représentant par groupe politique, et alors des membres de l'administration, à savoir le directeur général, le chef du service travaux, parce que c'est eux qui vont devoir implémenter, Julien, que vous avez là en tant que chargé de la participation citoyenne, et les chefs en charge de la participation citoyenne, c'est-à-dire moi, et bien sûr, les autres porteurs de projets peuvent, je dirais, s'écouter. Donc, on a invité finalement tous les porteurs de projets à écouter leurs collègues, et ça permet naturellement d'avoir une espèce d'émulation, de sorte que pendant les 15 derniers jours, il y ait encore cette possibilité d'améliorer tous les projets. Voilà, je ne sais pas si j'ai pu répondre à Pablo. En fait, c'est une surprise, je crois, d'avoir aussi les gens qui ont soumis des projets aussi dans c'est pas vraiment un panel, mais comme audience aussi. Ouais, je crois que c'est super, une bonne idée. Oui. Merci, Merci. monsieur. Le point important, c'est que c'est aussi un processus qui se veut inclusif On a un petit peu un souci, Julien, avec votre connexion. et en invitant les autres soumetteurs de projets, ça leur permet aussi d'échanger, de collaborer et excusez-moi pour ma connexion qui est assez mauvaise. Et donc voilà, je vais conclure en disant que c'est un processus qui est inclusif et c'est important d'inclure les autres, les citoyens sur l'ensemble du processus. Voilà. Merci, Julien. On a quelques soucis, mais bon, je pense que le message est passé en tout cas pour l'inclusion. Et c'est, comme Pablo disait, c'est vraiment un panel très, très intéressant, cette nouvelle institution que vous voulez introduire. OK, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions? Aussi, s'ils veulent, si ce n'est plus de questions, mais si vous voulez faire des commentaires en général sur le budget participatif, nous avons des personnes d'autres villes, peut-être qui veulent aussi partager un petit peu leur expérience sur le budget participatif ou un petit peu au-delà. Aujourd'hui, la session sur le budget participatif, mais bien sûr, si vous voulez aller un petit peu au-delà du budget participatif aussi sur d'autres instances de participation ou de concertation. Sinon, peut-être, moi, je vais faire aussi la même question aux collègues de Grédoiseau. C'est un petit peu que j'ai posé avant, c'est un petit peu sur la question aussi des publics, non? De comment garantir cette inclusion, même si vous avez déjà mentionné, non? Mais surtout, on a un petit peu ce défi pour les jeunes, mais aussi parfois pour des minorités, s'il y a des populations, par exemple, toutes les diversités différentes qu'on peut retrouver dans une ville, personnes handicapées, personnes d'origine migrants, personnes d'autres origines qui ont des difficultés pour participer. Oui, j'aimerais aussi écouter s'il y a des stratégies ou des réflexions à faire, comment vraiment réussir oui, à faire que ces différents collectifs participent aussi activement dans les différents mécanismes de concertation de la ville. Alors, ici, on en est en fait à notre troisième année, je dirais, de budget participatif. La première année, le budget participatif n'a pas pu aboutir pour des questions légales. Donc, bon, voilà, mais le processus, je dirais, a été mené à bien, mais pas la mise en œuvre. La deuxième année, on a amélioré le règlement. Et dans le règlement, on a naturellement fait en sorte que les problèmes juridiques, mais aussi les problèmes de communication puissent être, je dirais, améliorés. Et c'est dans la communication qu'on a véritablement mis l'accent sur tous les groupes. Et donc, en termes d'inclusion, on a vraiment voulu faire en sorte que tous les publics
Et donc, on a écrit à toutes les associations locales, y compris tout ce qui concerne, je dirais, ce qu'on appelle chez nous les communes hospitalières. Nous sommes depuis cette année-ci communes hospitalières et donc on organise pour toutes les populations, je dirais, étrangères qui sont sur le territoire. On a une soixantaine de nationalités différentes. On organise des activités de communes hospitalières et donc ces personnes-là sont bien entendu aussi au courant avec toujours naturellement parfois le problème de barrières, mais bon, c'est le comité commune hospitalière qui est chargé de traduire et d'exprimer un petit peu leur ressenti. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais eu de projet qui venait, je dirais, des personnes, je dirais, d'origine étrangère, mais on espère bien entendu arriver. Et deuxième chose, nous avons beaucoup de conseils consultatifs dont le conseil consultatif des aînés, et donc eux proposent des projets. Le conseil consultatif des jeunes, mais qui lui est beaucoup plus changeant, puisque les jeunes, ils vieillissent, et donc à un moment donné, ils ont 16 ans, et puis ils vont aux études, et puis bon, ils commencent à aller dans le monde professionnel, donc c'est un peu plus compliqué, il faut recommencer chaque fois. Mais pour le conseil des aînés, ça fonctionne très bien. Je vous donne un simple exemple pour terminer. Donc, il y a un des lauréats de l'année passée, c'était de mettre des bancs sur des promenades dans notre campagne et dans nos forêts. Mais donc, le porteur de projet avait pris contact avec le comité, le conseil des aînés pour déterminer les endroits qui conviendront le mieux à l'emplacement de ces bancs. Donc, c'est vraiment un win-win entre l'Office du tourisme, l'administration, les aînés et la porteuse de projet. Donc, très, très positif pour ce projet-là. Super, merci beaucoup pour cette information approfondie. Il y a deux questions aussi. Il y a une question sur le budget total de la commune. J'imagine que pour mettre en relation avec le budget participatif, le pourcentage du budget participatif. Et la deuxième question, c'est sur le plafond du budget de la manifestation d'intérêt. J'imagine que par projet, quel est le plafond? Oui, donc le budget total de la commune de Gré-d'Oisseau, c'est plus ou moins 20 millions d'euros par an. Et donc, il faut faire la différence. Je ne sais pas si c'est le cas en France, mais on a d'une part un budget ordinaire, donc c'est plus les frais de fonctionnement, et un budget extraordinaire. Donc, c'est 15 millions pour le projet, pour le budget ordinaire, donc 80% pour le personnel. Et donc, il y a 5 millions d'euros plus ou moins pour les budgets d'investissement, donc ce n'est pas beaucoup. Et donc, cette année-ci, on a 45 000 euros. Le calcul qu'on a fait, c'est maximum 5 euros par habitant par an. Donc, ça veut dire que pour Gré-d'Oisseau, 14 000 habitants, en fin de législature, c'est-à-dire l'année prochaine, voilà, c'est maximum 60 000 euros. On est parti à 35 000, cette année-ci 45 000, peut-être que l'année prochaine, ce sera 50 000, on verra comment ça se passe. Et alors, le plafond du budget, euh, euh, un projet ne peut pas dépasser 50% du budget total de l'année. Donc, c'est-à-dire que cette année-ci, pour les 45 000 euros, un budget ne peut pas engloutir plus de 22 500 euros. Donc, voilà, pour une idée. Mais l'année passée, parmi les 5 budgets, ben, il y en avait un qui c'était 720 euros pour une armoire à donnerie. Et il y en a un autre qui faisait un peu plus de 20 000 euros. Voilà un petit peu le... Parfait, merci pour les réponses. Sinon, sur le chat, M. Jacques Nzala, si vous voulez aussi, mais je pense que c'était assez clair. De mon côté, juste pour terminer, s'il n'y a pas d'autres questions, je voulais vous faire une dernière question aussi aux deux villes. C'est un petit peu, vous avez aussi un petit peu déjà commenté ça, mais c'est un petit peu la relation qui nous intéresse beaucoup entre les équipes de participation, les équipes qui sont en charge de ces projets de budget participatif et un petit peu le reste des équipes de la ville, non? Parce que finalement, quand on parle de budget participatif, normalement, il y a ces projets qui impliquent l'espace public, la question de l'environnement, mais ça touche un petit peu beaucoup d'autres départements, d'autres services de la commune, de la ville. Donc, un petit peu la question est celle-là. Comment est cette relation entre l'équipe qui est en charge, disons, du budget, d'animer cette budget ou cette participation et le reste des équipes de la commune? Je pense que c'est très intéressant aussi pour ouvrir et
et faire des espaces de co-création des politiques publiques, mais j'imagine que c'est aussi un défi pour travailler, parce que bon, il y a chaque équipe, il y a aussi ces dynamiques propres de travail. J'imagine que parfois ça peut être un peu bouleversant d'introduire la participation. Donc c'est un petit peu si vous pouvez un petit peu expliquer mieux comment ça se passe avec ce travail avec les autres équipes, avec les autres services, et comment ça se passe, si ça va, les aspects positifs et aussi les défis de ce travail. Alors, je veux bien commencer. Euh, Très compliqué, mais ici, c'est mon point de vue de politique. C'est très compliqué de faire percoler euh, l'idée que l'idée du politique a de la volonté de participation du citoyen. Pourquoi? Parce que finalement, avec un règlement qu'on a fait passer au niveau politique, ben, on touche, comme vous l'avez dit, on touche le fonctionnement quotidien des services. Alors, je ne parle pas naturellement des services participation citoyenne ou des services qui sont là pour les associations, mais notre service travaux, et ce n'est pas une critique, c'est simplement un constat, ben, il a fallu vraiment expliquer, réexpliquer, et depuis la venue de Julien il y a quelques mois, ben, il est quasiment tous les jours, je dirais, en contact avec la communication, avec les porteurs de projets, avec le service travaux, pour faire avancer faire avancer les choses. Et ce n'est qu'en communiquant, en expliquant de manière quasiment quotidienne qu'on fait avancer les choses. Mais c'est vrai que c'est pas évident. On va y arriver petit à petit. Le tout, c'est que naturellement, il ne faudrait pas que la prochaine majorité, par exemple, dise, bon, nous, les projets participatifs, on n'en veut plus, on a d'autres priorités politiques. Et là, naturellement, c'est bon, voilà, mais ça, c'est de nouveau, c'est le point de vue du politique. Mais vous voyez que Julien est motivé, donc j'espère que même s'il y a une autre majorité, il va faire continuer le projet. On fait un constat un petit peu similaire du point de vue de l'administration aussi, qui a un effort très important de pédagogie, d'explication et de préparation en amont pour que les services ne soient pas pris de court, ne se sentent pas surchargés voilà, et intègrent ça dans leur plan de charge annuel aussi. Concrètement, on voit que ça progresse, hein, les relations sont de mieux en mieux, les réflexes commencent à être intégrés d'inscription budgétaire, de report de crédit, puisque comme nous, on réalise les projets sur un délai de 2 ans, ça implique un certain nombre de reports de crédit. Donc, tous ces éléments, soit réglementaires, soit de culture professionnelle qui mettent un petit peu de temps à se prendre, là, commencent un petit peu à porter leurs fruits. Mais c'est vrai que c'est absolument nécessaire de bien expliquer, de bien associer dès le début, aussi parce que ça permet que chaque service nous fasse un petit peu la liste des contraintes qu'il rencontre au quotidien et nous permettre déjà d'expliquer aux habitants tout ce qui ne pourra pas rentrer dans le cadre du budget participatif. Donc ça, pour nous, c'est nécessaire aussi que eux, en amont, nous donnent un certain nombre de préconisations dans le format et dans la manière de communiquer aux habitants, de manière, encore une fois, comme je le disais pendant la présentation, à ne pas créer de frustration. Évidemment, ils nous ont bien dit, attention, attention, puisque la première édition, en 2020 et puis 2021, il y a eu quand même des projets assez coûteux en espace. Il y a eu plusieurs city-stades, donc il y a eu des choses qui prenaient de l'espace, et puis là, on est arrivé vraiment au bout. Donc les services qui nous ont dit, attention, là, vraiment, ça sera plus possible. Donc ça nous a permis d'intégrer ça dans les préconisations pour le format de l'année suivante. J'ajouterais juste que pour une meilleure collaboration avec les services, on a fléché en accord avec tous les services de la ville un référent par service qui nous permet en fait, surtout à moi, quand j'appelle, d'avoir un seul référent et de faire un point sur tous les projets en lien avec le budget participatif, notamment un service super important qui est les espaces verts ou l'écologie urbaine ou encore les services techniques. On a vraiment un seul référent qui peut et qui est au fait de tout en lien avec les projets du budget participatif. Et ça, c'est super important
parce que sinon on était à l'affût des informations et surtout dans le cadre du budget participatif, on a eu beaucoup de problématiques sur les services, évidemment, qui se renvoyaient la balle, et c'est le jeu, qui se renvoyait la balle de non, c'était le service qui fait le projet. Donc si on pouvait déjà limiter, c'est tel collègue, c'est tel collègue, c'était déjà pas mal. Tout à fait, merci pour cette explication. Je pense que ça doit être un défi, mais bon, c'est aussi une opportunité, j'imagine, d'appréhender aussi pour l'expertise des différentes équipes et de travailler ensemble. OK, il y avait deux petites questions en plus. Il y avait, je pense que c'est pour la commune de Gré-d'Oiseau, c'est combien de projets la commune arrive à réaliser par an? Et il y avait aussi une clarification, le maximum de 20 000 euros, c'est par an, je comprends, non, pour une période de commune. Oui, oui, donc c'est par an. Donc si par exemple, enfin comme j'ai pris l'exemple de cette année-ci, 45 000 euros maximum, et donc il ne peut pas y avoir de budget, il ne peut pas y avoir de projet lauréat qui dépasse 22 500 euros. Et l'année prochaine, s'il y a 50 000 euros, ben, ce sera 25 000 euros maximum par projet. Mais voilà, nous préférons naturellement avoir peut-être un ou deux projets à 10 000 euros et puis le reste des petits projets. Alors, combien de projets par an? Ben, l'année passée, sur les 12 projets déposés, il y en a 5 qui ont participé au vote. Et donc, les 5 sont en train d'être réalisés. Le petit souci, c'est qu'on est passé d'une année budgétaire sur une autre. Et donc, on a dû quasiment refaire les décisions budgétaires ici au début de l'année. Et donc, ça, on ne veut plus. Donc, d'où ce petit changement au règlement communal 2024. Donc, c'est voilà, des fine-tuning à avoir. Mais donc, on a perdu un peu de temps. Donc, maintenant, les 5 projets sont en train d'être mis en œuvre, 4 assez rapidement, hein, je dirais d'ici fin du mois de mai, et le 5e petit à petit. Mais bon, voilà, on va y arriver. Alors, combien est-ce qu'en tout on peut en faire? Ben, ça dépend naturellement, comme Julien l'a expliqué, soit c'est réalisé par le porteur du projet lui-même, soit par la commune. Donc l'année passée, c'était 3 par la commune et 2 par les citoyens. Et au niveau du timing, c'est plus ou moins la même chose. Merci, parfait. Merci beaucoup. Euh, OK, donc je pense qu'il n'y a plus de questions. Je vais laisser une dernière chance si quelqu'un veut poser une dernière question ou prendre la parole. Sinon, sincèrement, je vais vous laisser à vous la parole. Si vous voulez prendre une dernière fois la parole aux intervenants pour faire peut-être un petit peu, je sais pas, une idée finale avec ce que vous avez exposé et peut-être un petit peu ce qu'on vous demandait aussi, non? Des défis de recommandations, peut-être un petit peu un message final de recommandation aussi pour les autres villes qui peuvent être intéressées pour le budget participatif ou un message final. Peut-être les collègues de Colombe, c'est un petit peu ça, je vous donne la parole comme ça, mais si vous voulez quelque chose de bref, je vous laisse la parole. Bah, la recommandation, ça serait un peu ce que nos collègues de l'autre ville ont déjà dit, c'est de ne pas être frustré sur le nombre de participants. La participation, ça prend du temps, surtout sur un nouveau dispositif tel que le budget participatif qui ne parle pas à tout le monde, pas à tous les habitants. Ça prend du temps et puis d'apprendre des autres villes. Nous, on a beaucoup appris, on a beaucoup contacté d'autres villes pour faire des axes d'amélioration. Et on a beaucoup appris aussi de nos mauvaises expériences ou erreurs pour avancer. Et voilà, après, je pense que le budget participatif, c'est quand même super intéressant et super valorisant au sein d'une ville. Donc, s'il y a une ville ou autre qui souhaite se lancer, bah, il ne faut pas hésiter parce que le budget participatif, il y a certes beaucoup de choses à faire et aussi beaucoup de services à contacter, beaucoup de relances, etc. Mais ça reste quand même, quand il y a un projet qui est sorti de terre, c'est quand même super valorisant. Et c'est toujours important, je trouve, de mettre l'habitant au cœur de sa ville. Et bah, finalement, là, c'est laisser la possibilité aux habitants de créer leur propre cadre de vie, ou en tout cas de l'améliorer en fonction de leurs envies tout en faisant de la participation citoyenne. Et du coup, bah, voilà, c'est juste un message comme ça pour dire qu'il y a beaucoup d'inconvénients, certes, au sein d'une municipalité quand on met en place le budget participatif, parce que ça peut être très long, ça peut être assez frustrant, etc. Mais il y a quand même énormément et beaucoup plus d'avantages. Ouais.
prendre le temps. Je souscris à 150% à ce que mes collègues de la ville de Colombes disent. Il faut vraiment mordre sur sa chic pour vraiment faire en sorte que les projets puissent sortir de terre. Et puis, il y a quand même quelque chose de très important aussi, c'est la rencontre, enfin pour moi, et c'est un petit peu l'objectif, pour moi, c'est la rencontre entre la démocratie participative et la démocratie représentative, tout ça avec la commune. Il ne faut pas oublier que, allez, aussi bien en France, mais aussi dans d'autres pays, on l'a encore vu au Portugal, il y a pour l'instant une montée des extrêmes, que ce soit à gauche ou à droite. Et donc, la commune, c'est vraiment au niveau de la commune, et on a parlé tout à l'heure des jeunes, on a parlé d'autres communautés, hein, c'est toi, Duarte, qui en a parlé, au niveau de l'inclusion. Je pense que c'est très, très, très important de dire que finalement, la commune, c'est la fabrique de la citoyenneté. Et un des outils, je dirais, qui peut montrer concrètement de quoi il s'agit, ben, c'est justement les budgets participatifs. Et donc, oui, s'il y a un conseil que la ville de Colombes ou la petite commune de Gréloiseau, on peut donner, mais c'est allez-y et apprenez de nos erreurs, en fait, hein, apprenez de nos erreurs. Et de toute façon, chaque situation est différente dans chacune des villes, mais le budget participatif, ça en vaut la peine. C'est du boulot, et merci à tous les membres de l'administration d'y travailler, mais ça vaut la peine quand quelque chose sort de terre. Un grand merci, monsieur. Aussi, on reste avec ce message de l'école de citoyenneté qui est la commune et cette importance de l'outil de budget participatif aussi. Je ne sais pas, Julien, si vous voulez ajouter quelque chose. Non, merci, c'est gentil, je ne serai pas plus long. Je pense que voilà, je pense que la conclusion a été faite. C'est vraiment important, comme je te disais, de garder à l'esprit que ça doit être un processus inclusif qui doit rassembler les gens et tout le monde sans forcément distinction, d'inclure les associations. Et voilà, il faut aussi pas perdre de vue que c'est un processus évolutif et voilà, qui évolue avec le temps et en collaboration avec le citoyen. Merci. Merci à tous et à toutes, vraiment aussi pour partager votre expérience aux quatre intervenants, vos expériences, vos erreurs, comme vous disiez aussi. On doit finalement l'idée aussi de ces séances qu'on est en train d'organiser à l'OIDP, c'est aussi un petit peu d'apprendre, d'essayer entre nous d'apprendre de nos erreurs et aussi des choses que nous faisons bien pour apprendre, pour essayer d'améliorer comment on fait la participation, comment on fait la démocratie participative et comment on peut améliorer bien sûr la démocratie et les vies de nos concitoyens dans nos villes et dans nos territoires. Donc, bon, juste le message pour terminer, c'est que bon, l'OIDP, on va continuer à être à votre service des différentes villes, des communes et de la société civile, bien sûr, aussi pour faciliter ces sessions. Aussi, rappeler que la vidéo sera disponible en ligne bientôt, donc on va vous partager avec les présentations aussi. Et que, bon, on reste en contact pour continuer ce travail. Un grand merci à tous et à toutes et bonne journée. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.